Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir quelqu'un d'exception, qui est assez humble, modeste, qui ne va pas vouloir trop se présenter, mais comme il est de coutume, Koro, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Succinctement, ok. Moi, c'est Koro Toubou-Touré. Je suis en France depuis 2021 et j'ai fait des études en évaluation suivie des politiques publiques. Et à la suite, j'ai eu un stage à la mairie de Villeurbanne où j'ai participé à l'évaluation de Capitale française de la culture. Okay. Et à la suite de cela, j'ai été recrutée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour travailler au centre de rétention administrative de Lyon, où j'exerce actuellement comme médiatrice. Voilà. Médiatrice, ok. Parcours brillant. Rassurez-vous, moi-même, je découvre tout ça avec vous. En tout cas, toutes mes félicitations déjà. Je pense que la discussion va prendre une tournure que moi-même, je ne m'attendais pas, mais c'est toujours un plus. Maintenant, là, ce que j'ai envie de te poser comme question, quel était ton parcours? Est-ce que c'était un parcours classique? C'est-à-dire, depuis le primaire jusqu'au lycée, jusqu'à l'université? Je sais que je te ramène un peu dans tes souvenirs, mais voilà, j'ai besoin que tu nous en parles un peu parce que je vois beaucoup de jeunes filles qui veulent faire de brillantes études. Souvent, elles sont freinées par la famille, souvent même c'est faute de moyens. Mais si toi, tu as pu le faire, et je sais que tu es aligné avec moi sur ce point, tout le monde peut le faire, à condition de se donner les moyens. Mais toi, maintenant, est-ce que tu peux un peu nous parler comment s'est passé le primaire? Est-ce que Koro était quelqu'un de turbulente? Est-ce qu'elle était quelqu'un de carré? Comment s'est passé ton parcours primaire jusqu'au lycée, jusqu'à l'université? Mon parcours, il est assez atypique puisque... Ça commence bien. À la base, bien entendu, j'étais en famille avec mon père et ma mère qui sont partis pour leur master aux États-Unis quand j'avais 2 ans. Wow. Et qui m'ont laissé avec la grand-mère maternelle pendant 4 ans. Donc, je peux dire que mon primaire, il s'est fait en plusieurs tranches. J'ai fait une partie à Lafiabougou. Et j'ai fait une partie à Kalabankouro-Adeken au retour des parents je peux dire en 95. En 95, wow. Voilà, j'ai dû commencer la 4e année à l'école 2e cycle de Kalabankouro, qui était à 2 pas de la maison, hein, franchement. Ah d'accord, ok. Vous n'avez pas autant de distance, pas de transport en commun, ni Sotaramani. Ok. Voilà. Okay. C'était juste à 2 pas de la maison et pendant les récréations, on pouvait faire le pas à la maison. Bouffer à la maison. Voilà. On va dire ça aussi. Non, mais ça fait du bien. Quand il y a moins de distance, je pense que ça te rapproche de la maison et j'en sais quelque chose. Effectivement. Bon, ça s'est fait comme ça jusqu'à ODF. Une fois que j'ai eu le DF, j'ai eu une orientation. Et j'ai été initialement orientée dans un autre lycée, mais j'ai demandé à faire un transfert vers le lycée Notre-Dame du Niger. Okay. Voilà, où j'ai fait mes le monument de l'indépendance. Oui, c'est bien ça. Où j'ai fait les 3 années de classique, lycée. Voilà, en sciences biologiques. Attends. Ok, atypique, je comprends mieux maintenant. Ok, je te laisse terminer. Biologie, c'est science. Oui, en sciences biologiques et j'ai dû... Ok, je te laisse terminer parce que moi, je ne vois vraiment pas le rapport, mais bon, comme c'est l'université, on a le choix de faire ce qu'on veut. Vas-y. Oui, j'ai fait les sciences biologiques et en terminale, j'avais à peine, j'avais même pas 17 ans encore quand j'ai eu le baccalauréat. Et j'ai postulé pour c'était en 2006, je précise, et j'ai postulé pour la bourse, pour les 3 bourses, Tunisie, Algérie et Maroc. Voilà, et j'ai été retenue sur la liste des bénéficiaires des bourses algériennes. Du coup, voilà. Mais à la base, mon rêve, c'était de devenir médecin. C'était vraiment une vocation, je me dis, plus aller vers le soin à la personne. C'était ma première vocation, en fait, mon première envie. Mais malheureusement, puisque j'étais en Algérie et la première année, j'ai vu les situations et
Ceux qui nous accueillis à l'ambassade nous ont vraiment découragés par rapport au transfert. Et vu la situation, en fait, il y a un peu de racisme et tout. Exactement. Vu la situation, je me suis dit, je préfère faire 5 ans et avoir un ingénieur en agronomie que de perdre une année. Une année, déjà. Et voilà. Et surtout sans la garantie que tu vas pouvoir t'inscrire. C'est ça. C'est ça. Donc déjà, tu perds une année, tu es dans l'incertitude de pouvoir faire médecine. Voilà. Parce que l'ambassade, c'est pas pour les dénigrer, il ne faut pas grand effort. Voilà. Et même les structures associatives qui sont là sont limitées. Effectivement. Parce que quand tu vas faire médiation avec l'administration algérienne, on te fait comprendre direct qu'on ne négocie qu'avec l'ambassade. Et si déjà l'ambassade te décourage, je vois un peu le schéma. Donc maintenant, moi, je ne sais pas si tu as terminé aussi. Non, j'ai dû faire les 5 années d'agronomie. Où j'ai fait... Institut ou université directement? J'étais à... comment dirais-je? Au centre universitaire de Kémis Miliana, qui est actuellement une université. Oui. Ah, donc à l'époque? C'était un centre universitaire à l'époque. Donc la transition, ça a commencé quand vous étiez là ou bien? Non, après. Ah, d'accord, c'est ça. Ok. Oui. Mais j'ai fait les 3 ans de tronc commun là-bas. Et à la suite de cela, j'ai fait 2 ans de spécialisation en économie agroalimentaire à l'université Saad Dahlab de Blida. Blida, on va y arriver. Je pense que tu as fait beaucoup de voyages. Je vais te taquiner là-dessus, mais je te prépare quand même avant qu'on y arrive. Donc, moi, quand j'entends médecine, j'entends déjà un don de soi. Aller vers les gens, comprendre leurs besoins, leurs mots, MAUX, et pouvoir vouloir même déjà donner une solution, une réponse, même si c'est une simple écoute. Je pense que c'est noble comme métier. Je pense que tu n'as pas eu cette chance de faire médecine. Mais moi, quand je t'ai connu, j'ai vite vu ça. Dans ton engagement associatif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es venu à t'engager dans l'association? Est-ce que ça a commencé au Mali? Est-ce que c'était en Algérie? Ou c'était ici en France? Concernant mon engagement associatif, je peux dire que c'est essentiellement ici en France. Parce que à la base, quand j'étais en Algérie, bien sûr qu'il y avait une association et j'ai pas eu à m'impliquer personnellement. On a eu directement. Parce que te connaissant, je sais que tu as pris part à beaucoup d'activités. C'est ça, effectivement. Je te comprends, mais si moi je ne te pose pas, je sais que tu ne vas pas le dire. Donc quand tu me dis, ok, indirectement, je comprends. Je n'avais pas de titre. Je n'étais pas dans le bureau. Voilà, mais à chaque fois qu'on avait des activités culturelles, j'y participais activement. Pleinement. Voilà, il y avait. Et pour votre information, plus que certains membres du bureau. Non, mais sans indisant d'indexer personne. C'est une réalité au fait. C'est une réalité. Quand je te laisse terminer, je pense que la question d'après, je vais rebondir sur ça. Ça a été le cas, je peux dire. Je me suis vraiment investie à chaque fois qu'on avait des activités culturelles. Et ça a continué. Les sorties universitaires aussi. Voilà. Il y avait plein d'activités. Franchement, ça fait partie de mes meilleures années de vie, quoi, en fait. La légèreté, la jeunesse, l'innocence. Profiter de la vie. Exactement. Et en même temps se donner à fond, étudier. Et je rappelle que j'ai été majeure de promo pendant les 5 années. Félicitations. Que ce soit à Kémis Miliana ou à Blida. Et j'ai même été majeure de toute l'université à la fin du cycle. Qu'est-ce que je vous disais au départ? Si tu la titilles pas, elle ne parlera pas. Toutes mes félicitations. Parce que franchement, je sais que beaucoup de personnes auront écouté ou à visionner ce podcast. Mais c'est pas autant. Je sais que ça ne te dérange pas. Mais ça te gêne et ça te vexe de parler de ta personne. Mais c'est pour le bien aussi de tous ceux qui vont écouter ceci. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont bloquées, comme je le disais dans une vidéo précédente, dans les prises de parole en public, dans le fait d'aborder les gens. Parce que moi, je me dis, tout part d'un simple bonjour. Tu peux rester dans ta timidité, dans ta zone de confort et refuser de dire bonjour à Koro. Mais dès l'instant où tu lui dis bonjour, la façon dont elle va t'accueillir, ça peut rebondir sur tellement de choses après, tellement d'opportunités que souvent je me dis, mais vas-y, prends ton courage à deux mains et dis bonjour. Ça te coûte rien au fait. Mais bon, anyway, là, tu nous as introduit un peu dans ton engagement associatif, le don de soi, et j'ai promis qu'on va revenir là-dessus. Maintenant, dans la vie associative, moi je vois certaines choses, ou je vois quelque chose, c'est-à-dire les jeunes membres, ils s'engagent,
je sais pas, peut-être au départ c'était d'une bonne volonté. Mais la plupart, on les voit politiciens, si je peux dire ça comme ça. Toi, comment est-ce que tu perçois cela? Et selon toi, qu'est-ce qui peut pousser les gens à venir? Parce que toi, tu t'es engagé, c'est un don de soi, et tu t'es caché à la limite. Tu faisais tout ce qui se fait en back-office, et tu n'attendais ni récompense, ni reconnaissance. Mais comment on en vient à ce que certaines, qui sont juste là pour le titre, qui ne font rien derrière, mais qui veulent être les premiers à être affichés? Enfin, selon toi, qu'est-ce qui déjà provoque ceci, et qu'est-ce qui amène les gens à faire ça? Moi, je pense que la vie associative est très volontaire, mais les motivations derrière peuvent être divergentes. D'accord, motivation. Voilà. La motivation primaire pour une vie associative, c'est le don de soi en vue de lutter ou de lutter pour une cause qu'on aime bien, ou de contribuer à une cause en fait qui nous anime. Qui nous anime. Exactement, ça va intégrer les nouveaux, les éviter de faire les mêmes erreurs, les mêmes difficultés qu'on a connues nous-mêmes. Voilà, mais quand on prend l'association des jeunes et étudiants maliens par exemple de Lyon, là, le but initial en fait c'est vraiment de créer une certaine cohésion, de tisser des liens entre Maliens et de faire sortir les étudiants de leur solitude et de casser la monotonie, de sortir les gens de... je peux dire souvent, il y a certains qui arrivent à des phases où ils sont tellement nostalgiques qu'ils ne se retrouvent plus, ils se perdent. Il y en a qui peuvent tomber en dépression, il y en a qui ont des problèmes à avoir des titres de séjour, des orientations, valider les années, avoir des stages de fin d'études, etc. Les problèmes sont tellement divers et variés que voilà, le but de l'association essentiellement c'est de donner, pas de chercher à avoir un titre, ni de chercher à avoir une reconnaissance, ni d'avoir un pouvoir quelconque pour pouvoir contrôler d'autres personnes. Voilà, le but d'une association, c'est juste le don de soi. Donner sans attendre un retour, comme tu l'as si bien dit, et sans attendre la reconnaissance, sans attendre quoi que ce soit. Le don réel est censé être inconditionnel. Inconditionnel. Voilà. Pas de condition, pas d'attente, pas d'arrière-pensée surtout. Et moi, je te reconnais vraiment dans ça parce que depuis que je t'ai connu, en fait, j'ai vu quelqu'un pas qui reste en retrait, mais qui n'aime pas s'afficher. Mais à chaque fois qu'on a besoin d'elle, c'est une personne qui est présente. Je peux en témoigner parce que je l'ai vu. J'ai fait pas mal d'activités avec toi. Et si on est là même aujourd'hui à discuter, que tu nous accordes de ton temps, c'est que quelque part, ce qu'on a commencé, ça a été fondé sur quelque chose de vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne sont pas vrais dans leur manière d'être et dans leur acte de tous les jours. Et moi, j'ai envie qu'on rebondisse sur quelque chose, c'est-à-dire la toxicité et tout ce qui est environnement de vie. Comme je l'ai dit, tu es quelqu'un qui donne beaucoup, sans rien attendre en retour, mais quelqu'un qui observe beaucoup également. Alors, à un moment, tu t'es retiré de l'association. Est-ce que c'était pour des raisons personnelles ou des raisons professionnelles? Et tu as le libre arbitre. Ici, on est là pour donner un peu de notre parcours aux autres. Si la question te semble beaucoup plus personnelle, tu dis juste next, on passe. Bon, je peux répondre à une partie de la question. Pas de souci. C'était vraiment en lien avec les deux aspects de ma vie. Voilà, j'avais commencé à travailler, j'avais de moins en moins de temps parce que je connais déjà les contraintes de mon travail, la distance et l'implication émotionnelle une fois sur place, plus ma vie personnelle. C'était à la mairie à cette époque? Non, j'étais bien... Oui. Donc, ce qui fait que cela a contribué, mais ce n'était pas la raison réelle. Mais ça a contribué, voilà. Il y a d'autres raisons, d'où, comme tu viens de le dire, la toxicité latente de l'environnement, où souvent les efforts sont juste mal gérés. Les efforts sont
Mal perçu, mal perçu, mal interprété. Tu fais ton mieux, mais on pense que tu peux faire et que tu dois faire plus. Voilà, les attentes sont souvent trop élevées. Ok. Moi, démesurées et je me reconnais totalement. Et souvent, le souci, c'est qu'il y avait des besoins de contrôle et des besoins de puissance de certains membres qui ressortaient également, qui étaient vraiment nuisibles pour la dynamique du groupe et du maintien surtout de la gestion et de la tenue des projets. Effectivement. D'accord. En tout cas, moi, je comprends. Moi, ce que tu veux en dire davantage. Moi, j'ai quand même compris. Mais pour le bien, je sais pas, du podcast, s'il y a besoin d'éclaircir, c'est qu'à un moment, dans ta vie associative, il faut faire la part des choses. Moi, je me reconnais parce que c'est notre responsable de scolarité qui m'avait dit ça à l'époque. En fait, elle voyait en moi quelqu'un qui, tu sais, moi, je n'ai pas ce problème à aller vers les gens. À un moment, on a pris le temps de discuter et elle m'a demandé si tout allait bien. À ce moment, je n'avais même pas de logement fixe. Je courais de gauche à droite. J'essaie de déjà maîtriser l'aspect, toute la dynamique de l'université. Les transports en commun, c'était compliqué. C'est pas autant que tu ne sais pas où tu vas ou que tu ne connais pas la destination, mais prendre les correspondances, déjà la direction, pardon. Au début, pour certains, ça peut paraître simple, mais il faut être dedans pour comprendre. Donc, du coup, moi, j'étais dans tout ça et elle avait vu beaucoup d'autres étudiants internationaux. Donc, à un moment, elle voulait faire un point avec moi, s'est rassurée que tout allait bien et si déjà, est-ce que je parvenais à m'intégrer dans le master. Et c'est là qu'elle a compris. Elle m'a dit clairement, Sissoko, à un moment, mettre en avant tes priorités. Je ne te dis pas qu'être dans une association, c'est pas bien. Je ne te dis pas que continuer à écrire des livres, c'est pas bien. Mais priorise. Là, le master, ça va très vite. Et pardon, je l'ai compris à mes dépens. Je l'ai compris très très vite. Au départ, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Mais tu vois, quand les gens te conseillent et que tu prends du recul pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent te dire, le message, tu vas à l'extérieur. Donc moi, je comprends vraiment. À un moment, tu ne peux pas être dispersé parce que c'est du bénévolat, c'est du volontariat. C'est quand tu peux que tu le fais. Mais si tu vois que la pression ou la charge, et moi, je pense que c'était très sage de ta part parce que les gens, on veut, comme je le disais tout au début de la question, on veut tellement paraître, on n'est tellement pas authentique qu'on a du mal à dire non aux gens. C'est pas pour les blesser, c'est pas pour leur faire du mal ou c'est pas pour nous vanter ou nous mettre en avant. À un moment, quand le corps, quand le temps ne peut plus suivre l'action, le mouvement, il faut prendre du retrait. Après, il y a la manière, ça dépend de tout un chacun. Donc voilà, c'est le petit... effectivement, je pense que ça fait partie des forces de se connaître déjà, d'identifier d'identifier ses propres besoins et ses urgences. C'est très important en fait d'avoir cette capacité de recul, de remise en question. Parce que comme tu aimes le dire. On est personnel, on est unique en notre genre, mais on a tous des facettes de nous qui nous sont souvent inconnues ou cachées et on se redécouvre tous les jours. Et il faut savoir en fait accepter de faire cette introspection comme tu viens de le dire et accepter le changement, son propre changement. Accepter de reconnaître des dimensions de sa personnalité ou des dimensions de sa vie qui nous étaient inconnues et qui deviennent lumineux et qu'on découvre de nous. En fait, au fil du temps, on a des nouveaux besoins, on a de nouvelles, de nouveaux envies, des nouveaux besoins. On réorganise nos vies en fonction de l'évolution de nos vies en fait. Souvent, certains changements impulsent forcément des changements d'identité, des changements de besoins, des changements de perception, des changements, voilà. On est obligé d'évoluer, de s'adapter aux circonstances et aux nouvelles facettes de nos vies, quoi. C'est très profond, moi je comprends et je me reconnais une fois de plus à ce que tu dis. Et là, j'ai envie de poser une question, tu vois. Je dirais pas que je vais prétendre te comparer à Mahatma, mais je vois que souvent, ou la plupart du temps, tu as cette capacité à te retirer sans le conflit ou sans aller au conflit. Est-ce que c'était un choix personnel? Parce que je sais que ni Manganko le Atitoro. Tu n'as pas de mal à t'affirmer, tu n'as pas de mal à dire ce que tu penses. Mais moi, j'ai vu une Koro qui a préféré prendre sur elle
et qui a préféré tout simplement dire Nebeta. Enfin, pourquoi c'est là? Je sais que je suis une personne, je vais pas me vanter de ça, je suis une personne entière. Et je sais que quand je m'engage, quand je décide, quand je veux, je le fais. Je le fais, je ne veux pas dire que parfaitement, parce qu'il n'y a pas la perfection n'existe pas, mais je fais de mon mieux pour que je sois fière de moi. Ce n'est pas pour le regard des autres, ce n'est pas pour la compréhension ou l'admiration ou la validation d'une autre personne. C'est pour mon propre besoin de faire bien ce que je suis en train de faire. À chaque fois que je m'engage à faire quelque chose, je vais bien le faire. Et si je ne veux pas faire la chose, je me retire. Je n'ai pas besoin de faire du bruit. Je n'ai pas besoin de paraître, voilà, de prétendre être quelque chose. Je n'ai pas besoin de crier, de m'engueuler. Dès que je décide que c'est fini, c'est juste le silence. Wow. C'est tellement puissant. Avec les flavoirs, j'ai fait une vidéo sur le silence et je suis tellement aligné avec ça parce que je vais ouvrir une petite parenthèse. Al Furukunda, je reviens systématiquement sur ceci. J'ai toujours été d'accord avec le sabali, mais j'ai jamais été d'accord avec le mouniou. Parce que ne bolo djela, horonyala, ladriala, ibe mouniou. En ce sens où c'est billet, il sait qu'à coquet. Mais il va tuer à la kama. Il va tuer idambe kama. Il va tuer djenyoyani. On t'a demandé que préserver la kanani kama. Mais bibina, mouniou, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? Parce que horonya dogara, ladria dogara. Et moi je pense que je pars du postulat que Nimanya Kibe Mouni, c'est qu'il y a quelqu'un en face de toi, Mromi, Hakilima do Abe Famialike. Et comme tu l'as dit, qui est capable d'avoir ce recul pour dire, ah, car ça comme c'est gagné, mais aïe ato à la kama, aïe ato anga djenyoya la kanani kama. Donc, comme il est jota là, et qu'il a tigi se kumba e gake, mais amake, mais c'est une commune ya fa de la fait. Pour qu'il y ait un teria, un badéa, un balmaya ka se gatani. Voilà. Donc, franchement, je ne sais pas si on peut approfondir ça, si l'État nous le permettra, mais je pense qu'on va y revenir. Bon, moi je peux ajouter le fait que systématiquement, bon, je vais aller en français. Systématiquement, quand on rencontre quelqu'un qui nous attire, systématiquement, il faut qu'on sache que ça ne vient pas en fait du hasard. Ça ne vient pas de l'inconnu. Ça vient vraiment des besoins profonds de notre être, de notre âme qui est là et qui a reconnu quelque chose qui l'attire chez l'autre. Ah d'accord. Voilà. C'est vraiment des schémas. C'est pas que de l'émotion ou de l'attirance? Donc tu veux me dire que c'est reconnaître son âme sœur, comme on aime le dire, ça va au-delà de... Okay. Ça va au-delà du physique, du matériel. Ça va au spirituel et ça va à l'immatériel, à l'âme. Parce que quand on reconnaît, il y a des traits qu'on reconnaît chez l'autre souvent, c'est des projections de nos traits qu'on a. La projection, c'est quoi? C'est que quand tu vois une personne, tu admires une qualité chez elle ou tu détestes un défaut chez elle, il faut forcément te poser la question, pourquoi est-ce que j'admire ce que j'admire? Parce que mon âme me pousse à aller vers cette personne pour apprendre en fait, pour à développer les qualités que j'admire chez la personne. C'est pour ça que mon âme me pousse à aller vers cette personne parce que elle a des aptitudes, elle a des forces, elle a des qualités que moi je dois développer. Que je n'ai pas, mais que je peux. Et que je dois, ce serait un peu trop dur. Non, que je dois, carrément. C'est pas que je peux seulement. C'est vrai qu'on a le choix. On a le choix de le faire ou pas. Mais c'est une volonté de notre âme que d'admirer quelque chose chez une personne parce qu'elle a besoin. Notre âme a besoin de développer cette qualité. Tu l'as dit tout de suite, de se découvrir. Voilà. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est une nouvelle version de nous qui émerge.
Parce que c'est en fait en se confrontant à la réalité des autres qu'on arrive à avoir ce recul nécessaire pour se remettre en question notre vérité. Et notre vérité, elle peut être logique, mais elle peut évoluer, elle peut s'améliorer, elle peut changer. Et il faut avoir ce courage d'aller à la rencontre des autres. À chaque fois qu'on va à la rencontre d'une personne, elle nous montre des côtés positifs qu'on peut développer et des côtés négatifs qu'on peut développer. Donc, le choix. Et à chaque fois que les traits négatifs des gens nous repoussent, il faut qu'on se pose à nous-mêmes la question, pourquoi est-ce que ce trait me repugne? Pourquoi? C'est que c'est une part de moi que je refuse d'admettre. Parce que si tu vois que tu indexes ce comportement négatif chez l'autre, c'est parce que toi tu refuses de l'exprimer. Et tant que tu refuses d'exprimer ce comportement négatif, tu vas voir que la vie va t'amener des gens qui vont te faire voir ce comportement négatif-là. Jusqu'à ce que tu l'acceptes chez toi et que tu répondes à cette personne avec le même comportement et que tu acceptes cette part en toi qui existe et qui n'est pas méchante, qui est juste une part qui fait partie de toi parce qu'on n'est pas fait que de lumière. On est des êtres imparfaits avec nos qualités et nos défauts, mais on ne doit pas refuser aussi d'accepter nos défauts. Donc ça se dit, je suis lunatique, je suis colérique, je suis impulsif, j'ai des défauts, comme tout le monde. Et c'est en acceptant ces deux parts de nous, nos qualités et nos défauts, qu'on devient une personne entière. Et une fois qu'on devient entière, on a cette capacité d'être aligné avec, je peux dire, le monde, l'univers. Et on a cette capacité d'attirer maintenant des gens qui nous correspondent parfaitement, qui nous accepteront avec nos forces et nos faiblesses. Tant qu'on essaye de rejeter nos qualités ou nos parts d'ombre en nous, tant qu'on essaye de rejeter ça, on tombe toujours sur les gens qui vont nous challenger, qui vont nous pousser à évoluer. Et tant qu'on n'aura pas évolué, c'est les mêmes types de personnes qui vont se présenter. C'est un cercle qui va... Voilà, c'est les mêmes types de personnes qui vont se présenter devant nous. À chaque fois, c'est des ruptures qui ne s'arrêtent pas parce que c'est des parts en nous qu'on doit revoir. On doit se revoir notre personnalité pour tomber sur les personnes qui nous correspondent. En fait. C'est très profond parce que moi, ça me rappelle une discussion que j'ai eue récemment. C'est un collègue qui me disait qu'il a visité le Canada. Et il m'a dit exactement ce que tu viens de dire. En fait, après je ne généralise pas, moi je n'ai pas encore été au Canada, mais il me dit quand il arrive que deux personnes se heurtent ou qu'ils ont un souci, c'est celui qui doit recevoir des excuses qui, au lieu de réclamer des excuses, se dit qu'est-ce que j'ai fait à Koro pour qu'elle en vienne à me faire ça. Voilà. En fait, je te promets, je n'aurais pas imaginé que j'aurais cette discussion avec toi. Et on est dans cette quête perpétuelle de recherche, de développement de soi, et je pense que c'est le sujet qu'on va aborder d'un peu, mais aussi cette notion d'équilibre, comme tu l'as dit. Il y a nos qualités qui sont là, il y a nos défauts qui sont là. Les qualités, on doit, dans la mesure du possible, faire de sorte de les maintenir, de les améliorer, mais aussi ne pas oublier ces défauts, toujours level up, essayer de y travailler, pour essayer au moins de ne pas être parfait, mais d'être aligné avec les autres pour cette cohésion, pour cet équilibre, et se vivre ensemble comment. Je pense qu'il est entièrement une famille. Si beaucoup d'entre nous travaillent sur ça, je ne dis pas qu'on serait dans un monde parfait, mais on se rapprochera dans un monde qui ressemble en tout cas. Effectivement. Et dès qu'on est aligné, voilà, comme je l'ai dit, on attire les personnes qui nous acceptent tels qu'on est, avec nos qualités et nos défauts. En fait, des personnes qui nous aimeront inconditionnellement. Inconditionnellement. Tout va bien, ok, mais je garde en tête que comme on est des êtres d'émotion, ça peut ne pas être le cas, et tant mieux si ce n'est pas le cas. Oui. Parce que si je ne suis pas capable d'aimer, de reconnaître et d'accepter quelqu'un dans ses moments de faiblesse, de comprendre et de l'accompagner à elle-même, s'extraire de ces moments-là, je pense que cette vie de couple, cette notion de mariage, c'est juste une vision utopiste en fait. Je ne sais pas si tu veux développer ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de parfait. Sauf qu'on oublie que c'est quelque chose qu'on cherche à parfaire ensemble. C'est un chemin à deux, au fait. Il n'y a rien qui soit parfait. C'est juste que le mariage, on va aller sur la base du mariage. Okay. Une relation, c'est vraiment
deux personnes qui se sont acceptées dans leur entièreté, qui ont accepté leurs forces et leurs faiblesses, qui se connaissent et qui s'aiment, qui sont indulgents avec eux-mêmes, ils savent que j'ai des défauts, oui, je vais travailler là-dessus, je vais essayer d'équilibrer. Voilà. Basé sur une volonté. Basé sur une volonté personnelle. Parce qu'il faut que le changement soit impulsé par la personne qui veut changer. Une autre personne ne peut pas changer une autre. Donc, la compagne, le compagnon, peut-être un facteur motivateur. Oui. Mais les deux, choix. Les deux sont censés faire ce travail, on appelle le travail d'individuation. Le travail d'individuation, les deux sont censés le faire individuellement, censés apprendre à se connaître, apprendre à reconnaître ses qualités et ses défauts, décider de travailler pour améliorer ses qualités et pour diminuer ses défauts. On tend toujours à... Un être qui n'essaie pas d'évoluer est un être qui est dans le déclin, qui meurt à petit feu. Voilà. Il faut que les deux êtres soient conscients de leurs qualités et de leurs défauts et acceptent inconditionnellement d'accompagner l'autre dans son parcours d'individuation, tout en cheminant également vers son parcours d'individuation. En fait, c'est deux personnes qui vont se découvrir mutuellement, mais qui préservent leur tout au long, voilà, qui préservent leur individualité. En fait, le couple, ça fait 1 plus 1 qui va donner 3. Pas 2. Voilà. Mais sans que l'identité de l'un ou de l'autre. Voilà. C'est très profond ce que tu dis, parce que en fait, je comprends tellement ce que tu dis que... Là, on a deux personnes qui sont complètement autonomes, indépendantes, qui ne sont pas émotionnellement dépendants l'un de l'autre et qui acceptent les forces et les faiblesses de l'autre et qui décident lucidement, avec clarté, de se mettre ensemble sans idéaliser l'autre, sans projeter ses ombres sur l'autre, sans prendre l'autre comme un sauveur. Parce que le fait d'être en couple ne veut pas dire que l'autre doit. L'amour est censé être dans le désintéressement, dans zéro attente. Tu es, je sais que tu as du potentiel. Je vais t'aider à y arriver, mais je ne ferai pas la tâche à ta place. Je serai juste présente. Je serai juste présent. Si tu as besoin. Si tu as besoin d'assistance, de moyens, le minimum que je puisse faire, je le ferai. Oui, on va se conseiller, on va s'orienter, on va s'aider à évoluer, mais il ne faudrait pas que ce soit dans le déséquilibre, il ne faudrait pas que ce soit dans le parasitisme où l'un profite de l'autre. Dès que l'équilibre est rompu, voilà, il y a du ressentiment qui se crée derrière. Ça, c'est sûr. Et dès que le ressentiment se crée dans un couple, ça amène frustration, ça amène dispute, ça amène... tout ce qui est négatif, et la négativité amène la rupture. Ça, c'est clair et net. En tout cas, je pense que c'est clair. On peut être plus clair que ça. Et tout ceci, moi, je l'englobe dans un mot, développement personnel. Donc, moi, tu m'as parlé récemment d'une personnalité qui me ressemble beaucoup. J'ai même fait un post sur ça. Et tu me parlais de personnalité Sigma. Est-ce que c'est qui t'amènera ou la donne, brièvement, ou si tu veux étaler aussi le sujet, libre à toi. Personnalité Sigma, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à me dire que j'en suis un? Et je pense que tu as fait un travail en amont. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tout ça, développement personnel, personnalité Sigma, Alpha, Beta? Est-ce que c'est gagné un don? Si c'est pas, voilà, t'es poussé à bout vraiment. Non, mais c'est ça les crises de la vie qui poussent à se remettre en question et à décider en fait de faire quelque chose et d'évoluer. Tant qu'on n'a pas vécu des crises existentielles, c'est-à-dire des gros échecs, des grandes déceptions, des trahisons, des événements assez marquants, négatifs dans nos vies, il est compliqué d'initier un processus de développement personnel. Ça ne se fait pas systématiquement. Beaucoup n'y croient pas. Enfin, beaucoup disent que... Après, il y a beaucoup de charlatans aussi, mais les gens disent développement personnel, tiens, la fafo est là. Je dis, mais à un moment, quand est-ce que tu vas faire l'effort? Quand est-ce que tu vas prendre le temps de t'extraire de toute cette négativité qu'on te vend sur les réseaux sociaux, de prendre ce qui t'intéresse et d'actualiser, mais de faire de sorte que ça corresponde à ta réalité. Moi, c'est toujours cette question que je me pose. Et, désolé de t'avoir coupé, mais je te laisse terminer. En fait, tout ce qui est réseaux
social Donc, pousse à la consommation, pousse juste à la consommation, l'hyperconsommation, que ce soit matérielle, financière, je sais pas, énergétique. L'énergie. Voilà. Parce que il faut pas oublier que aller sur les réseaux sociaux juste pour aller regarder des gens en train de montrer leur vie, en train de montrer les voitures dernier cri, faire paraître leurs sourires les plus attirants, etc., etc. En fait, à chaque fois qu'on va sur le réseau social, il y a cette dynamique de comparaison qui se crée. Où on va toujours se diminuer. On va se diminuer parce qu'on verra que telle personne qui souvent est juste dans le paraître, dans le fake, et qui a juste dû emprunter une voiture ou louer une voiture pour venir faire genre, écoutez bien, en une journée, et toi, tu as cette capacité de te comparer automatiquement en disant que tu as le même âge que la personne, tu as le même niveau d'études que la personne, tu as comme ci, tu as comme ça que la personne, alors que, en fait, il n'y a pas de comparaison valable. Non. Il n'y a aucune comparaison valable. Et souvent, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est complètement faux. Ouais. C'est vraiment, les gens se mettent sur leur beau jour, en fait, leur 31 pour paraître. Et cet apparat, ça attire, malheureusement. Voilà, les âmes faibles qui ne se sont pas développées justement et qui vont rester là à envier. L'envie, c'est une émotion très négative. L'émotion qui donne l'abondance, qui donne le développement personnel, c'est la gratitude et l'amour. L'amour inconditionnel, la paix, la tranquillité, la sérénité. Oh. En fait, quand on est en paix avec soi, avec les autres, on n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Du tout. On n'est pas en compétition. Parce que on a tous nos processus d'individuation qui sont impulsés par des événements qui sont distincts. Donc, autant l'événement est dur à encaisser, autant ça pousse à retravailler, à se remettre en cause. Et si c'est pas parce qu'on a évolué qu'on se croit développer personnellement qu'on l'est réellement en réalité. On ne s'arrête pas de se développer. Tu peux faire 2-3 pas de l'escalier, penser que tu es arrivé à bout, mais encore il te reste quelques pas. C'est ce que tu nous dis. C'est ça. Il ne faut jamais se prendre pour la personne qui est arrivée. On n'est jamais arrivé. Et dès que on garde cette optique de se dire, j'ai encore des choses à apprendre, je dois rester curieux ou curieuse, je dois continuer à travailler, je dois avancer, je dois évoluer. Donc tant qu'on reste dans cette optique d'effort, de processus d'amélioration de soi, on reste focus et on sait que on ne stagne pas. L'ennemi du développement personnel, c'est la stagnation. La procrastination. Et c'est la procrastination. On a tellement parlé de ça sur la TikTok. Le souci, c'est bien d'écouter. Oui. C'est bien d'écouter des centaines de vidéos. Oui, ça inspire, ça booste des fois. Ça motive. Mais ça te booste à faire quoi? Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. C'est l'action. Et quand on parle de pratique, les gens parlent automatiquement... les gens ont des objectifs qui sont tellement superficiels. Quand on prend directement les ressources financières, par exemple, les gens sont souvent bloqués sur ça. Ils veulent juste être milliardaires en cliquant des doigts et en négligeant tout le processus qu'il y a derrière. Des fois, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources financières, matérielles, énergétiques, des ressources du cerveau. Ouais. Ça demande beaucoup de l'investissement, ça demande de la rigueur, ça demande de la patience, de la persévérance. C'est important que tu le dises parce que moi je le dis souvent, mais quand quelqu'un d'autre le dit, de par son expérience, ça donne beaucoup plus d'impact à la chose. Parce que ne voyez pas juste ce podcast fini, propre, sur la chaîne YouTube. Il a fallu déjà s'organiser, s'aligner avec Koro pour prendre le rendez-vous, pouvoir trouver une date. Et au-delà de ça, peut-être, je ne sais pas, avoir le bon matériel, avoir le bon endroit. Et après, faire tout le montage derrière et planifier une date de sortie. Donc, ce qu'elle est en train de dire, je ne sais pas si tu peux mieux l'expliquer qu'elle, c'est que vous n'y arriverez jamais sans faire le process. C'est différent d'une personne à une autre.
C'est différent d'un objectif à un autre. Mais quoi que tu veuilles faire dans la vie, que tu sois sportif, acteur, comédien, tout ce que tu veux, cette partie de souffrance, tu ne vas pas y échapper. Ouais. Il faut mieux tu l'acceptes, mieux tu te portes et mieux tu es aligné avec toi-même. Donc si je peux vraiment résumer en quelques mots, c'est que le Sigma, il est indépendant, observateur, charismatique sans effort, introverti de façon stratégique, mais qu'il est maître de lui-même. Donc il ne prend pas tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il ne le consomme pas comme ça. Il prend ce temps de faire le tri. Le tri. Ce qui lui convient, il prend. Ce qui ne l'intéresse pas, il le laisse. Et là, moi, ça me fait rebondir sur deux notions qu'on a eu le privilège d'aborder, ou on a eu la chance de discuter dessus. Je ne sais pas si ça se dit. Orgueil et arrogance. Quelle est la différence selon toi? Je ne dis pas de nous donner une définition de la rousse. Je veux que tu me répètes exactement comment tu perçois ces deux mots. Et parce que orgueil, c'est une chose. Si c'est pas bien géré, ça peut tendre vers l'arrogance. Donc, Koro, de grâce. Quand tu as un griment, orgueil et arrogance, et à qui la taille est au trois flancs, au beau flanc. L'orgueil, c'est l'expression, c'est le sentiment. C'est le sentiment de supériorité qu'on ressent vis-à-vis de son prochain. En fait, systématiquement, on voit l'autre et on se dit qu'on est plus que l'autre, quoi, en fait. Voilà, voilà, c'est ça l'orgueil. C'est bizarre. Maintenant, tu ne parviens même pas imaginer comment Hadamadim s'y irait ou ça. Bref, je te laisse finir. En fait, cet état d'être cache un besoin de validation. Toute personne qui n'a pas besoin de validation ne sera pas orgueilleuse parce qu'elle sera dans l'optique du respect de son prochain et de partage. Accepter que je suis une personne, l'autre est une personne. On a déjà mes qualités, l'autre a ses qualités, j'ai mes défauts, l'autre a ses défauts. On est là pour échanger et partager. Je ne vaux pas mieux que l'autre, l'autre ne vaut pas mieux que moi. On est tous égaux et on est juste là pour passer un temps, soit travailler, soit étudier, soit faire de l'amitié, soit être en relation amoureuse, soit être marié, etc. Mais je ne vaux pas mieux que toi, tu ne vaux pas mieux que toi. On est l'un à côté de l'autre, en amitié, en amour, dans la vie conjugale, peu importe la relation, professionnelle, peu importe. On est égaux. J'ai mes qualités, tu as tes qualités. Tes qualités ne peuvent pas ombrager les miens, parce qu'on n'a pas été éduqués de la même manière, on n'est pas issus du même milieu, on n'a pas eu les mêmes privilèges, on n'a pas rencontré les mêmes personnes, on n'a pas bénéficié des mêmes faveurs que la vie a fait, on n'a pas vécu les mêmes difficultés. Du coup, tu es unique en ton genre. Je suis unique en mon genre. Je n'ai pas besoin de me comparer à toi. Je ne dois pas me sentir inférieur à toi. Je ne dois pas non plus me sentir supérieur à toi. Tu es égal à toi. Je suis égal à moi. On est juste là pour collaborer pendant un bout de temps en faisant en sorte que ça se passe bien. Ça se passe bien. Je pense que c'est ça. Et pour que ça se passe bien, il faut qu'on mette tous les deux du nôtre. Parce que moi, je suis de l'avis où je reçois de l'énergie positive, je te renvoie de l'énergie positive, je reçois de l'énergie négative, je repousse cette énergie négative, mais je t'envoie rien du tout. Je t'envoie rien du tout. Même si tu as juste mon silence, tu as juste mon ignorance, parce que je suis mieux, je sais que je suis lumière, je sais que je suis énergie positive, je n'ai pas, mon énergie négative, j'ai décidé de le gérer moi quand je suis seule dans ma chambre. Je n'ai pas à te faire porter la lourdeur de mon énergie négative. J'en ai de l'énergie négative, mais je la gère. Je vous avais dit qu'on allait beaucoup apprendre de cette dame. Croyez-moi, on n'est pas encore à bout. Donc maintenant, ça c'était l'orgueil et l'arrogance. L'arrogance, c'est juste l'expression de cet sentiment de supériorité. C'est carrément montrer par des actes que je vaux mieux que toi. Montrer par des paroles méprisantes que je vaux mieux que toi, te rabaisser, te dire que tu ne vaux pas assez. Tu as fait cet accomplissement, ça ne sert rien, j'ai fait plus moi. À chaque fois que tu vas trouver une personne arrogante, elle va te dire à chaque fois
À chaque fois que C'est tu fais bien, mais- un accomplissement, C'est bien, Voilà. mais moi j'ai fait plus. voilà. Tu as cette voiture, Oui, moi j'ai une meilleure. voilà. Ah, tu as cette maison, ah, mais non, j'ai une maison meilleure. Ok, d'accord. Et orgueil, c'est un Ou fait, bien mais c'est carrément- intérieur, on oui. l'exprime pas encore. Voilà. Mais arrogance, là, la personne l'assume, la Oui. personne est au courant Oui. et il décide quand même de. Ok. La personne, en fait, essaye par tous les moyens de te rabaisser, de te faire comprendre que là où tu es actuellement, c'est pas par tes efforts, ce n'est pas par le courage, ce n'est pas par tes épreuves que tu es arrivé là, c'est juste par le coup De la chance. de la chance, tu as eu de la chance, tu n'as pas fait d'efforts. En fait, la personne va toujours essayer de minimiser Tes tes efforts. réussites et va dramatiser tes échecs ou tes erreurs. Et c'est ça qu'il faut voir avec une personne arrogante. C'est juste, il ne faut pas absorber la personne, il ne faut pas absorber l'énergie négative de la personne. Il faut juste être lucide, comprendre que la personne a un mal-être en elle et accepter cet état de fait et juste s'en protéger. Parce qu'à la base, si on est conscient que la personne essaye de me rabaisser, elle ne pourra jamais me rabaisser en fait. Parce que tu prends Parce que conscience de je la sais chose. que c'est son objectif. Je ne vais pas lui donner ce privilège-là. Waouh, et ça fait plus mal. Voilà. C'est pour Et ça que tu as c'est parlé ça. de silence, d'ignorance. On répond à un imbécile. Ah. Beaucoup de silence. L'expression prend tout son sens en fait. En tout cas, Parce que je ne vais pas refléter l'énergie négative que tu me donnes, comme je ça, c'est du travail. répète. Hein. Ben oui. Parce que c'est facile de crier, de se fâcher, de s'énerver. Ben oui. Mais canaliser cette énergie négative, Canaliser. Voir. du recul. Voir qu'on nous reçoit, on nous donne des pics. Waouh. Parce que souvent c'est subtil. Souvent c'est vraiment des petits commentaires qui te rabaissent sans que tu t'en rendes compte. C'est sournois souvent. Souvent c'est très sournois. Mais Ça il faut tend vers la blague, l'amusement. Oui, ah, je suis en train de blaguer là. Pourquoi toi, tu n'as pas de sens d'humour, toi? Ah, tu es trop susceptible. Ah, tu es hypersensible. Alors que la personne, elle t'envoie des pics et elle fait exprès pour casser ton moral, casser ta confiance en toi pour se sentir mieux. Parce qu'elle est mal. La personne, au fond d'elle, elle est mal. Toute personne qui est orgueilleuse n'a pas conscience qu'elle souffre derrière. Mais c'est à nous de savoir que c'est des personnes qui... Si, souvent, la personne, elle n'est pas consciente qu'elle a ça. Okay. Elle a ce mal-être. Elle a le mal-être parce qu'elle ne s'aime pas. Elle ne se fait pas confiance. Elle pense... À chaque fois que... C'est ça en fait. Il faut toujours observer une personne qui acclame, qui encourage, qui est là dans l'amour et l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et qui est là dans le non-jugement, qui est là dans... En fait, féliciter l'autre quand il a fait de bonnes choses et faire... essayer de faire comprendre, mais dans la bienveillance. Quand la personne a fait une erreur, sans vouloir rabaisser la personne. Toute personne saine doit avoir cette capacité de transmettre une information sans blesser l'autre. D'où la diplomatie. La diplomatie, c'est indispensable au bien-être de toute relation humaine. Quand une personne te blesse, si tu réponds avec des phrases qui piquent, ça ne peut qu'enchaîner et s'engrainer et donner du négatif, une grosse dispute ou bien des grosses frustrations, des grosses négations négatives. Alors que quand tu le prends avec bienveillance, tu te mets à la place de la personne. Ça, c'est pas évident, c'est pas facile pour tout le monde. Cette personne. Toi, tu le dis comme ça, mais prendre ses reculs, se mettre à la place de l'autre, ne pas vouloir blesser l'autre. Oui. Comprendre qu'on est. Malgré que l'autre veuille me blesser. Exactement, surtout. Malgré que l'autre veuille me blesser, l'autre est mal. Je sais que c'est du mal qu'il y a derrière. Wow. Je sais. Ça se travaille. L'autre ne sait pas, mais moi je sais. Ça se travaille. Et moi, quand je vois ça, j'ai juste de la peine. De la tristesse. J'ai la peine. Du coup, je ne peux pas donner le mal par le mal. Je peux patienter. Je peux juste... Je sais que ça ne va pas m'atteindre parce que j'ai su me développer et créer cette barrière, cette carapace qui me permet de filtrer ce qui m'attend. Moi, je décide de où j'investis mon énergie. Je décide de où j'investis mon temps. Je décide d'où j'investis mon affection. Je décide d'où j'investis juste ma présence. Je décide de tout en fait. C'est pas parce que quand je ne veux pas, je n'ai pas honte de dire non. Je n'ai pas honte de disparaître. Wow. Je disparais. Quand je n'ai plus envie, quand je ne veux plus,
supporter l'énergie négative d'une personne, ben, je m'éloigne de toi. Je vais me ressourcer là où je vais me ressourcer avec de l'énergie positive, même si c'est dans la solitude. Les gens diabolisent la solitude, mais elle est très constructive, la solitude. Souvent, la solitude, après un grand problème, la solitude nous permet d'être en face de nous, d'être dans... C'est un moment très crucial, souvent après une déception, après quelque chose, un événement très négatif, où les gens ont ce don-là d'aller se distraire, d'aller chercher des activités. Je vais au cinéma, je vais en vacances, je vais voir telle personne. C'est pas la meilleure solution. La meilleure solution après un gros choc émotionnel, après un événement négatif dans la vie d'une personne, c'est de s'isoler, d'accepter d'être mal, d'accepter souffrir. D'accepter souffrir déjà. Je souffre, oui, je souffre. Pourquoi je souffre? Donc accepter et comprendre, mais ça c'est après, mais il faut l'accepter d'abord. Il faut l'accepter. Accepter que je souffre. En fait, on ne peut pas refuser l'émotion qu'on ressent. Elle est déjà là, en fait, de toute façon. Oui, tu peux pas dire que en claquant les doigts, ah, je vais être heureuse tout de suite. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis mal, oui, j'accepte que je sois mal. J'accepte de pleurer, j'accepte de m'isoler, j'accepte de prendre le temps. Ça demande du temps quand on est mal pour guérir. Le mot guérison, ça prend du temps de guérir. Ça dépend des personnes. Ça peut aller à des mois ou à des années. Des années. Tu m'avais fait comprendre ça dans une discussion. Ce processus de guérison est là. Ça nous arrange. Quelqu'un qui nous blesse, quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est nous qui croyons peut-être même que la personne nous a fait du mal. La personne, elle est juste ce qu'elle est en fait. C'est toi qui l'as pris comme si elle t'a fait du mal. Alors que pour elle t'a oublié, la personne. Et toi, tu restes bloqué dans le processus parce que tu as des choses à revoir en toi en réalité. Tu vois. Et quand on se met généralement avec une personne, quand on a des attentes très élevées, et quand on veut que la personne soit notre monde, notre univers, on se perd. Dès que la personne, elle s'en va, par exemple. Wow. Une personne en qui tu as placé toute ta confiance, en qui tu as placé tous tes espoirs, en se disant que sans cette personne, je suis rien. Mais si tu n'es rien, si cette personne disparaît, tu t'anéantis. Parce que toi, tu es rempli de vide. Tu n'as rien à l'intérieur. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas ça fait mal. De processus. Tu n'as pas de cap, quoi. De direction. Voilà, de direction. Il faut être suffisamment sain en soi, autonome et indépendant. Parce que l'autonomie et l'indépendance, c'est deux notions très différentes. Il faut être émotionnellement indépendant pour savoir que l'autre, c'est sa personne. Moi, c'est moi. On est entier l'un et l'autre. On va juste partager en créant une relation. Et ce partage, quand ça marche et qu'on remarque qu'on est compatible, tant mieux. Tout va bien. Mais dès que on voit que la somme de nos deux énergies est toxique et fait souffrir l'un ou l'autre, ou les deux, la relation n'a plus lieu d'être. Soit la relation n'a plus lieu d'être, soit mon individu, les deux individus ont des choses à revoir en soi. Et c'est la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est quoi? Qu'est-ce que moi je peux changer chez moi? Parce que l'autre est hors de mon contrôle. Je ne peux pas changer l'autre. Je peux me changer. Par exemple, on est en couple, l'autre, il est sale, il nettoie pas. Voilà. Qu'est-ce que ça ramène, qu'est-ce que ça évoque en moi? C'est que c'est une part de moi que je refoule. Ça veut dire quoi? Si l'autre fait ça, et que toi, tu nettoies toujours derrière, et que toi, tu aurais tout... En fait, ce sera l'effort unilatéral où l'autre va toujours faire, et toi, tu vas toujours ramasser derrière. Tu vois. Et au fil du temps, ça va te peser. Ça va te peser. Et quand ça te pèse à un point, tu vas juste te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas te mettre en colère, tu vas te surmener, tu vas dire n'importe quoi, ainsi de suite. Du coup, pour être bien, tu trouves une solution à ça. Tu trouves une solution à ça. Et tant que tu n'as pas la solution, voilà. Quand tu n'as pas la solution, ton mal-être va continuer. Et c'est toi qui vas un jour tomber soit dans le burn-out, soit tu vas tomber dans une dépression, etc. De toi, au moins, est-ce qu'il calme à ce moment? Parce qu'il y a des gens qui font ça avec et tout.
Parce qu'on arrive toujours à cette notion de couple. C'est important parce que on est jeune. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Et moi, c'est tellement dommage de voir que deux personnes qui ont décidé de faire ce grand saut de leur vie ensemble, qu'après juste 2-3 mois, personne ne vous a dit que ce sera facile. Ça, il faut être clair là-dessus. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais du moment où vous avez fait ce choix, ce que tu as dit, je pense que c'est très important. Que aussi, il faut que certains principes de base. Après, ça ne viendra pas comme ça, mais là, on est mignon. Comme tu l'as dit, avec bienveillance. D'où l'authenticité. Il faut déjà se connaître. Déjà connaître, déjà le savoir. Le mal, il est profond. Déjà savoir que je suis comme ça. J'ai ce défaut. Se connaître déjà. Et faire connaître l'autre de ce que toi tu es. Il ne faut pas cacher faut pas cacher ses parts négatives. Justement, en fait, on parle d'une généralité où les couples se séparent rapidement. C'est parce qu'on cache des choses que généralement les couples se cassent derrière, parce que c'est des gens qui se sont cachés des réalités de leur personnalité et qui apparaissent directement après le mariage. La personne, elle m'a fait croire qu'elle est casanière, elle est tout le temps à la maison. Moi, je veux bien être à la maison avec mon chéri, mais une fois qu'on s'est marié, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vois que la personne, elle sort, elle est tout le temps partie, et moi, je reste seule à la maison. Mais ça ne me convient pas. L'autre m'a caché une part de sa personnalité. C'est malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Non, mais en tout cas, c'est très profond ce que tu dis. Et en fait, c'est généralement ces jeux d'identité. C'est les jeux d'identité qui créent toujours les problèmes. Parce que une fois que tu corresponds vraiment à une personne, tu n'as plus besoin de faire d'efforts ou bien. Voilà, c'est fluide. Ça fluide en fait. C'est fluide. Ça devient facile. Tu ne joues pas un rôle, tu ne manipules pas. Tu me dis que la vérité, tu es toi-même, tu es juste présente. Tu n'as pas besoin de faire des efforts incommensurables pour que la relation tienne. Parce que tu es authentique. Tu sais que je suis comme ça et l'autre t'accepte tel que tu es. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je suis moi, tu m'acceptes ou bien tu ne m'acceptes pas. Si tu ne m'aimes pas tel que je suis, on accepte de se séparer pour que la personne qui me correspond vienne dans ma vie et que ma future relation devienne fluide. Et c'est pas sorcier d'accepter de se séparer. La séparation fait partie de la vie. On peut se mettre ensemble, on peut idéaliser l'autre, on peut se faire avoir parce que l'autre peut nous mentir. On peut nous-mêmes se mentir, on peut essayer de se compromettre, d'essayer de cacher une partie de nos personnalités. Voilà. Et quand on se cache à ça, souvent on se cache à soi-même. Souvent on arrive à se cacher derrière nos défauts, à tellement enfuir nos défauts que ça finit toujours par te rattraper en fait. C'est clair et net. Ça finit toujours par sortir. Donc, tant que tu n'es pas vrai avec toi-même, tu vas toujours avoir le problème où tes défauts vont poser problème parce que tu ne les as pas montrés depuis la base à l'autre. Tant que l'autre ne te connaît pas en entièreté. Il faut être entier. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Accepter ses qualités et accepter ses défauts. Tout en gardant en tête qu'on est des individus et qu'on doit arrêter d'être dans ce processus de stagnation, qu'on doit évoluer, qu'on doit essayer de s'améliorer, qu'on doit essayer d'améliorer nos qualités, qu'on doit essayer de retravailler pour que nos défauts dérangent moins la personne, l'être aimé, le compagnon, la compagne. C'est ça. Ou nous-mêmes. Parce que nos défauts peuvent être des travers pour nous-mêmes, des problèmes pour nous-mêmes. Quelqu'un qui se drogue. Ça, c'est un défaut qui attaque toi-même en personne d'abord avant d'aller vers l'autre. Quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui se fait à soi-même du mal, tu le fais d'abord à toi avant d'aller à l'autre. Je vais me permettre, Kourou. C'est pas pour t'interrompre. Je vais rebondir là-dessus. Moi, je ne comprends pas. Jusqu'aujourd'hui, ce qui pousse quelqu'un à aller dans la drogue, dans l'alcool. Parce que, en somme, il y a glomio, il m'a glomio, il y a cigarette, il m'a mis. C'est pas pour faire de la promotion pour ces choses, mais c'est des réalités qu'on vit. Et si on a initié ce podcast, c'est pour parler réellement des faits et des réalités qu'on vit, au fait. Il n'y a personne qui est plus informé, plus au courant des effets néfastes de la cigarette, de ces trucs-là, en fait, en général. C'est sur les paquets, quoi, en fait. Exactement. C'est tout ça tue, ça nuit à la santé. Pour moi qui ai fait un peu d'études en marketing et tout, je n'ai jamais vu un contre-marketing aussi puissant que ces trucs-là. Oui.
Les médecins s'en sont débarrassés, les commerçants eux-mêmes s'en sont débarrassés. Et toi qui es consommateur, en toute connaissance de cause, tu investis dedans. Donc, il y a tellement de choses. Aller courir, aller marcher, aller faire du sport, faire du bénévolat, prendre part dans des associations et dans des œuvres caritatives. Juste sortir dans la nature et marcher. Exactement. Et de ces robes-là, il faut que tu aies un problème parce que tu as un bon défaut. Ko galéani kungo, ko de volubla, mi fait une talla. Donc, j'ai envie de te poser la question suivante. Selon toi, mon ébé moi est repoussé. Parce que tout, oui, c'est des excuses. C'est la fuite de la réalité. Donc, vous voulez la responsabilité au début. Bah oui, c'est la fuite de la réalité. C'est juste que c'est les gens, souvent pour entrer là-dedans, ils ont été influencés peut-être par des connaissances. Souvent la jeunesse, l'environnement, voilà. La jeunesse, l'environnement favorise parce que pour paraître ou bien pour prétendre être quelqu'un de fort, un homme viril. S'intégrer dans un groupe. Besoin de Maslow, ou la pyramide de Maslow, je sais pas si ça te parle et tout. Souvent, il y a ce besoin-là d'appartenance dans le groupe qui fait que les gens commencent, mais après, pour arrêter, ça devient problématique. Juste par habitude, il y a certains qui le font parce qu'ils sont devenus addicts et ils ne se posent même pas de questions. Et il y a d'autres qui se posent des questions, qui savent que ça nuit à la santé et ils savent tous que ça nuit à la santé de toutes les façons. Mais ils n'y arrivent pas. Voilà, et il y en a d'autres. C'est une maladie, hein. Quand il y a des cures, c'est une addiction. C'est comme toute addiction. On a plein d'addictions. L'addiction, c'est pas que ces trucs-là, oui. Bah oui, il y a des addictions même à la pensée. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas de penser. Le cerveau ne peut pas se mettre en pause, il ne peut pas méditer. Ils sont toujours là en train de réfléchir, en train de penser. Mais ça, c'est de l'addiction en fait. Souvent, ton cerveau, il a juste besoin que tu l'éteignes et que tu fais rien. C'est ça. 5 minutes, 3 minutes, même 1 minute. Souvent, déconnecte-toi. Et prends des petits trucs, dessine quelque chose ou écoute quelque chose qui t'inspire. Ou bien. Utilise tes doigts ou fais quelque chose. Quoi. Va marcher comme tu veux. Va dans ton jardin, essaie d'entretenir tes plantes ou bien entretiens ta chambre. Peu importe. Fais une activité. Fais une activité qui permet de déconnecter et de te faire sortir du sérieux. Souvent, le cerveau a besoin juste de ne rien faire. Ou de s'amuser ou de ne rien faire. Tout est question d'équilibre dans la vie. Il faut travailler tout en sachant que il faut s'amuser, il faut se reposer, il faut être en lien, il faut être sociable, tout en acceptant que une fois que notre batterie sociale est déchargée, il faut aller dans la chambre et rester seul, prendre son temps, prendre soin de soi. Tant qu'on n'est pas bien, on ne peut pas donner du bien autour de nous. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup dit souvent, il dit un verre cassé ne peut rien offrir à autrui. Déjà, tu essaies de recoller, peu importe, même si c'est un verre qui ne va jamais redevenir comme avant, au moins tu prends ce temps, tu t'accordes ce temps de te reconstruire, de te recharger, de te ressourcer pour pouvoir mieux donner. En tout cas, merci pour ton retour parce que moi, ça me permet de résumer tout ce qui est orgueil et arrogance. Donc, je ne sais pas, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Donc, on peut être orgueilleux sans être arrogant. Oui. Mais l'arrogance est souvent le reflet visible d'un orgueil mal maîtrisé. C'est ça. D'accord. En tout cas, je ne sais pas, pour un peu conclure cette première partie, déjà, merci. On te remercie vraiment pour ton temps, pour ton partage. Est-ce qu'il y a du Novi Boulot ou est-ce qu'il y a un sujet déjà qu'on n'a pas abordé, que tu veux qu'on aborde ici dans cette première partie? Merci à toi de m'avoir je t'en prie. donné cette opportunité de m'exprimer. C'est une première et j'avoue que ça me plaît bien. Merci beaucoup. Ce que je peux donner comme conseil à mes semblables, peu importe leur âge, c'est que il n'est jamais tard pour évoluer. Il n'est jamais tard pour se remettre en question. Il n'est jamais tard pour se développer. Et il n'y a qu'une chose qui peut faire impulser le changement, c'est la volonté. Il faut juste décider. Je ferai, je fais. Je me lève et je fais. Il faut être rigoureux. Donc la règle de 3 secondes. Voilà. Si tu peux le faire en 3 secondes. Ouais. Je fais. Voilà. La parole, c'est bien. C'est impulse la procrastination. Je dis, mais je ne bouge pas. Il faut souvent sortir de la programmation. À un moment donné, c'est bon de planifier, oui. Mais il faut se bouger. Ok.
Ok, donc faire des plans, faire des bonnes stratégies, c'est toujours beau sur le papier, Oui. mais il faut à un moment ou à un autre. Ok. Et pour le faire, bah, ça demande Ça du demande temps, du temps. ça demande des ressources, ça demande de l'argent, ça demande de la volonté, ça Ouais, demande de l'énergie, ça ouais. demande X choses X choses. qu'il faut impulser. En fait, c'est comme si le développement personnel, c'est de l'investissement personnel. Parce que c'est du temps qu'on y C'est du consacre. Ouais. C'est pas que financier. Ben non. Le temps surtout, c'est. Ben non, parce que le temps, il y a des ressources qu'on peut utiliser qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Oui. Peu importe, Mais il faut du TikTok, temps WhatsApp, Facebook, YouTube, quel que soit le type de réseau social, dès que tu commences à écouter les vidéos de développement personnel ou les podcasts ou les audios, directement, comment on les appelle, les algorithmes s'alignent et te ramènent les sujets que tu regardes récurremment. Ouais. Donc, ça te facilite déjà la tâche. Juste commence. Donc, il y a des gens qui ont réfléchi pour que toi, tu te formes, pour que toi, tu grandisses, pour que tu t'améliores. Mais toi, tu ne profites pas de ça. Wow. Donc, les algorithmes qui te renvoient directement ces sujets, il faut juste être dans le moment présent, écouter, noter, prendre des notes et pratiquer. Il faut pratiquer. C'est vraiment l'essentiel. La rigueur, ça commence par le soin de soi, le soin de son environnement personnel. Quand tu rentres quand je suis rentrée là, je suis agréablement surprise. C'est bien rangé, tout est propre. Bah, ça montre de la rigueur et de la discipline. Ouais. Quand on est discipliné, dès qu'on se lève de notre lit, on le fait. Ouais. Ça, c'est la première chose à faire en fait. Tu ne peux pas sortir de ton lit, sortir de ta chambre. Dans un certain état. Bah oui. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. La première chose, c'est ma personne. Comment je suis soignée. Quel que soit ton physique, tu peux l'améliorer à la salle. C'est pas une fin en soi. Ouais. Mais il faut déjà savoir que j'ai le potentiel. Tout le monde a le potentiel. On a tous le potentiel. Ben oui, il faut impulser le changement en s'y mettant. Bah, mon physique est disgracieux, je suis trop grosse, je suis trop ci, je suis trop ça. Bah, bouge-toi, va à la salle en fait. Tu vas à la salle et tu commences. Ouais. C'est le début qui fait tout de suite. Au début, tu ne peux soulever qu'un kilogramme. Soulève tes 1 kilogramme. Au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, tu pourras soulever 2 kilogrammes. Ainsi de suite. Un jour, tu vas soulever 100 kilos. L'indulgence, bah la patience. L'indulgence, la patience, la persévérance et la volonté. La volonté, c'est la base. Et les autres aspects de sa vie, à part le soin de soi, le soin de son environnement, c'est le soin de sa vie professionnelle. Parce qu'il ne faut pas se dire que, par exemple, je parle des femmes. Une femme, voilà, plus des femmes, parce que l'homme est censé systématiquement être pourvoyeur. Et généralement, ce problème ne se pose pas pour les hommes, à part notre génération qui devient un peu plus... On va en parler, t'inquiète. On va en parler bientôt. Donc, dès qu'on aura le privilège de conclure et qu'on pourra programmer notre rencontre. Bah, surtout quand c'est les jeunes filles ou les femmes, peu importe. De s'affirmer. Pas que de s'affirmer, mais de prendre soin de soi, de sa vie professionnelle. Ne pas rester là à vouloir être faussement dépendante d'un homme. La vie d'une femme peut bien être autour de son mari, tout en se construisant dans son individualité également, tout en ayant ses projets personnels. Une femme est censée avoir son environnement personnel qui est assez aligné avec elle, son physique qui est assez aligné avec elle, son travail, si elle n'en a pas, sa formation. Et il faut impulser un changement et il faut être dans la dynamique de devenir indépendante. On a toujours été dépendant. Tout le monde a été dépendant un jour de sa vie. On a tous eu des parents qui nous ont élevés, qui nous ont poussés à grandir, qui nous ont inscrits à des formations, etc. Voilà, on a tous eu cette phase où on a été dépendant. Mais à un moment donné, la dépendance, elle doit s'arrêter en fait. L'indépendance, c'est une vertu, je peux dire, l'indépendance. Quand on est indépendant, en fait, on est libre. La liberté naît de l'indépendance. Et c'est deux formes d'indépendance. L'indépendance émotionnelle et l'indépendance
matérielle et financière. Ok. En tout cas, merci quand même pour cette conclusion. Et franchement, merci parce qu'il y a tellement de sujets à aborder que là, je me dis, c'est pas 2 séances qu'il nous faut, c'est pas 3 séances qu'il nous faut, mais c'est un réel plaisir vraiment de t'écouter. En tout cas, merci à l'auditoire pour leur temps. Et on te remercie une fois de plus et on espère te recevoir très bientôt. Le plaisir est partagé. Merci pour ton invitation. Et avec plaisir, je serai là pour une autre fois. Merci beaucoup, Koro, vraiment. C'était votre podcast Baro. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça ne vous coûte rien, ça nous aide et ça nous fait plaisir. D'ici là, prenez bien soin de vous, que la paix soit sur vous, puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. On se dit à un très prochain numéro. Au revoir.